Merci de nous suivre. Vous êtes sur Tru TV. Les titres de ce journal. Un prêt de 5,25 milliards de francs CFA sans intérêt accordé par le Royaume de Belgique au Burkina Faso, destiné à la réalisation de 27 systèmes d'adduction d'eau potable, dont la région du centre-est. On en parle. Et puis au Rwanda, Diane Rwigara a été acquittée. L'opposante critique du président Paul Kagame est une femme libre depuis ce jeudi. Son acquittement a été prononcé par un tribunal de Kigali. Elle était accusée d'incitation à l'insurrection et falsification de documents. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue. C'est un mécanisme de financement peu développé au Burkina Faso, le prêt d'État à État. Ce jeudi, le Royaume de Belgique a accordé un prêt de 8 millions d'euros, soit environ 5,25 milliards de francs CFA sans intérêt pour une durée de 30 ans. Cet accord de prêt signé entre les deux pays est destiné à la réalisation de 27 systèmes d'adduction d'eau potable dans la région du centre-est. Une signature de prêt intervenue en présence de Michael Tougré. C'est un prêt du Royaume de Belgique au Burkina Faso d'un montant de 8 millions d'euros, soit 5,25 milliards de francs CFA. Cette signature de convention va permettre la réalisation de 27 systèmes d'adduction d'eau potable AEP dans la région du centre-est. Il s'agit de la mise en place de 27 forages à grand débit et des systèmes d'adduction d'eau potable dans 27 localités du centre-est. Un crédit très concessionnel, donc c'est un instrument de coopération qu'on a, c'est un crédit qui s'étale sur 30 ans où le gouvernement doit recommencer à rembourser seulement après 10 ans et c'est un crédit sans intérêt. Une bonne nouvelle donc pour les populations de la région du centre-est du Burkina Faso dont le taux d'accès à l'eau potable est estimé à 74%. Une région à forte concentration de population du fait du rythme élevé des activités commerciales. Cet accord de prêt de financement de réalisation des systèmes d'adduction d'eau potable dans la région du centre-est à terme va permettre à 108 000 ménages de bénéficier de l'eau potable. Attendons autour de 135 bonnes fontaines qui seront réalisées dans le cadre de ce projet et également autour de 1350 branchements à domicile. Je pense que ça, c'est pour vraiment améliorer la qualité des services donc, en matière d'approvisionnement. Nous allons prendre vraiment toutes les dispositions, comme le ministre l'a dit, engager en tout cas toute l'énergie nécessaire pour que ce projet soit réalisé vraiment au profit vraiment des bénéficiaires de la région du centre-est. C'est quand même plus de 100 000 personnes qui seront touchées. Je crois que c'est ça le message clé. Et en matière d'approvisionnement en eau potable, c'est un secteur très sensible, c'est un secteur très important. Et c'est un secteur de concentration aussi des interventions du Royaume de Belgique. Donc c'est l'occasion pour moi donc, de remercier au nom du gouvernement encore le Royaume de Belgique. En fait, un prêt sans intérêt, un prêt à 10 ans de différé. Bon, je veux dire que tout est vraiment bénéfice. C'est pour ne pas dire que c'est un don, parce qu'on va payer sur 30 ans, je veux dire des petits montants. Ce projet a donc pour but de contribuer à la réalisation de l'accès universel à l'eau potable dans la région du centre-est et s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation des objectifs du PNDS à travers le programme national d'approvisionnement en eau potable. Le délai de réalisation du projet est de 5 ans. Stratégie nationale d'industrialisation au Burkina Faso, quelle relance pour nos industries locales? C'est sous ce thème que se tient la semaine de l'industrie burkinabé du 6 au 8 décembre prochain. Des panels qui permettront de poser la problématique des industries burkinabé qui rencontrent de plus en plus de difficultés malgré les efforts consentis par le gouvernement. Cette semaine de l'industrie burkinabé s'inscrit dans le cadre de la célébration des journées de l'industrialisation de l'Afrique 2018 tenue le 20 novembre dernier. Michael Tougré. En 1991, le secteur manufacturier à la formation du PIB au Burkina Faso est estimé à 14,6% et en 2012, cela passe à 6,5%. Un chiffre qui démontre que le secteur industriel au Burkina Faso est confronté à d'énormes difficultés. Et c'est tout le sens de la tenue de la semaine de l'industrie burkinabé. Le Burkina Faso dispose d'énormes potentialités industrielles, encore insuffisamment
exploitées dans plusieurs domaines que sont les mines, l'industrie manufacturière, l'industrie agroalimentaire. En plus de ces opportunités, le Burkina dispose d'autres atouts caractérisés notamment par la disponibilité de nombreuses matières premières sous-exploitées comme le coton, la tomate, l'oignon, la mangue, le sésame, le bétail, le calcaire. Convaincu de cela, le gouvernement a manifesté son intérêt à travailler à la création des conditions propices au développement des entreprises industrielles, notamment les PMI-PME qui passent par le développement du capital humain, l'amélioration de la disponibilité, la réduction du coût de l'énergie, l'assouplissement des conditions de financement des PMI. C'est une tribune d'échange qu'offre cette semaine de l'industrialisation burkinabé, un rendez-vous qui permettra de consolider les acquis qui permettent une industrialisation forte au Burkina Faso. Et pour le ministre en charge du commerce, Aruna Kaboré, même si le secteur industriel burkinabé doit faire face à une concurrence déloyale, la fraude douanière, le gouvernement burkinabé est conscient du rôle important des industries dans l'économie burkinabé, mais aussi en termes de création d'emplois. Aussi, afin de promouvoir un développement industriel fondé sur une transformation des matières premières locales, certaines réformes ont été nécessaires, à savoir la libéralisation effective de l'économie et l'ouverture des principaux secteurs d'activité au privé, notamment le secteur industriel. L'adoption d'une loi d'orientation de promotion des PME et d'une charte des PME en 2017, l'adoption d'un code minier très attractif en 2015 en vue d'optimiser l'impact de la production minière sur la croissance économique et sur les populations locales en particulier, et avec un accent sur la sécurisation des exploitations minières. Cette célébration de la semaine de l'industrie burkinabé se tient sous le thème « Stratégie nationale d'industrialisation au Burkina Faso, quelle relance pour nos industries locales ». Et en marge de cette semaine de l'industrie burkinabé, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a organisé un déjeuner de presse à l'endroit des hommes de médias. Le mardi dernier, il a été question pour le premier responsable du dit ministère d'échanger avec les journalistes sur plusieurs sujets qui ont trait à la semaine de l'industrie burkinabé, dont la politique d'industrialisation locale. Par la même occasion, la Web TV du ministère a officiellement été lancée. Élisée Bationo. Stratégie nationale de l'industrialisation du Burkina Faso, quelle relance pour nos industries. C'est sous ce thème que se tient la semaine de l'industrie burkinabé. Ce rendez-vous annuel permet aux acteurs ainsi qu'à l'opinion publique de s'approprier les nouvelles orientations et politiques du gouvernement en matière de l'industrialisation. Et on va aussi présenter donc des outils connexes parce que vous savez, ce n'est pas une seule réforme qui permet de nous régler ces questions-là, il y a beaucoup d'interactions. Nous allons, par exemple, le code des investissements qui a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée il y a à peu près un mois. Donc on montre aussi que les outils qui permettent donc d'inciter l'investissement dans le cadre de la mise en œuvre donc de la stratégie nationale existent. Il faut aussi que les gens puissent donc savoir. Et on montre aussi qu'il y a eu un dialogue avec le secteur privé, avec la contribution et des engagements du secteur privé pour que nous puissions donc faire davantage dans ce secteur-là. Donc nous traçons les voies, les routes, les chemins, tout ce qu'il faut donc dans le domaine-là. On montre aussi donc les outils d'accompagnement et on invite le secteur privé donc à investir. Durant cette semaine, plusieurs activités sont prévues, parmi lesquelles des émissions de débat, des panels et des visites d'entreprises. Au cours du déjeuner de presse avec le ministre Aruna Kaboré, la web du ministère du Commerce dénommée MCA TV a été officiellement lancée. La Web TV qui vient d'être lancée pour permettre donc de promouvoir le commerce, promouvoir donc l'ensemble des investissements, rester en contact avec les usagers donc du service public en lien avec nous, mettre à la disposition donc des médias une base de données d'informations en temps réel pour que vous puissiez effectivement donc j'allais dire nous aider à mieux communiquer. Donc je pense que c'est l'ensemble de ces choses-là qui sont en train d'être déroulées donc au cours donc de cette semaine-là. Il y a des visites d'entreprises, il y a le fait que nous allons regarder ensemble l'avancée de la pépinière d'entreprise qu'on est en train de faire unique en ce moment, qui va pouvoir permettre donc d'incuber régulièrement 100 entreprises dans le domaine de la transformation agro-industrielle. Selon le ministre, un plan d'industrialisation accéléré a été élaboré et adopté. Ce plan permettra à diversifier et à accroître les exportations de produits manufacturiers du Burkina Faso et contribuer à la réduction des coûts de réalisation des infrastructures. Un reportage qui porte la voix de Mamidriana Kamambou.
Safiatou Lopez, détenue à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, est malade. Selon le collectif Dignité et Liberté, Safiatou Lopez ne se porte pas bien. Elle aurait été admise dans une clinique de la place. Cela fait déjà 3 mois que la militante des organisations de la société civile a été arrêtée. Et pour ses partisans, les motifs de sa détention ne sont pas avérés. Abdoulaye Konaté pour le reportage. Elle ne peut pas se tenir debout. Elle se déplace en fauteuil roulant. Voici l'état de santé dans lequel se trouve Safiatou Lopez. Selon le collectif Dignité et Liberté pour Safiatou Lopez, 90 jours qu'elle est en détention, aujourd'hui sa santé se dégrade, toute chose qui lui a valu une hospitalisation il y a de cela 1 semaine. C'est dans cet état qu'elle a été emmenée de la Mako jusqu'à la clinique. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une évolution. Et on peut penser, au cas où le médecin, après les examens et son diagnostic, conclut à une évacuation, qu'est-ce que cela va être? Parce que juridiquement, sa situation est très floue. Puisqu'elle n'est pas encore inculpée, elle n'est pas en liberté provisoire. Si on doit l'évacuer urgemment, ils seront dans l'embarras. Abraham Badolo et ses camarades du collectif continuent de dénoncer l'arrestation de Safiatou Lopez qu'ils jugent de brutale et musclée. Pour ces derniers, son arrestation est une traque visant à faire taire toute personne critiquant le régime MPP. Et au regard de sa santé de plus en plus fragile, le collectif demande tout simplement sa libération pour des soins appropriés. Ainsi, le collectif tient à interpeller la classe politique, les OSC, les défenseurs des droits de l'homme, les chancelleries, les PTF présents au Burkina Faso, l'opinion publique en général sur le cas de Safiatou Lopez, victime d'une restriction de son droit d'être libre de ses mouvements, de voir sa famille, de mener ses activités et de pouvoir prendre soin de sa santé. Cela dure 3 mois qu'elle est détenue de manière injuste et arbitraire dans des conditions précaires de détention dont les conséquences sont désastreuses pour sa santé physique et mentale. En rappel, Safiatou Lopez a été arrêtée et accusée d'une opération de déstabilisation à son domicile par un détachement de la gendarmerie le 29 août 2018. Les spécialistes des pathologies du cancer se sont réunis ce mercredi 5 novembre à Ouagadougou et ce pour 48 heures. Objectif, échanger et trouver des solutions pour une prise en charge de ces maladies. Ce congrès scientifique qui a pour but d'améliorer le diagnostic des cancers, notamment celui du sein, s'inscrit dans le cadre des journées de la Société burkinabé de pathologie et de registre du cancer. Au Burkina Faso, 5000 nouveaux cas de cancer sont enregistrés chaque année depuis 2012. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, le cancer constitue la 2e cause de décès dans le monde et 70% de ces décès se produisent en Afrique. Vu l'ampleur de la maladie, les médecins spécialistes de la pathologie se sont réunis à Ouagadougou en vue de dégager des pistes de solutions. Et cela à la faveur de la journée de la Société burkinabé de pathologie et du registre des cancers. Le registre des cancers, c'est l'enregistrement de l'ensemble des cas qui existent pour nous permettre de savoir quel est le poids du cancer dans un pays et planifier les politiques en réponse. Et le cancer du sein, c'est vraiment le premier cancer au Burkina Faso et nous souhaitons à travers ce cancer outiller l'ensemble des prestataires à être bien informés sur le dépistage, sur les facteurs de risque et surtout sur les moyens diagnostiques pour nous permettre de mieux prendre en charge les cas de cancer. Une occasion pour ces médecins spécialistes du cancer de faire l'état des lieux de la lutte contre le cancer du sein. Il sera également question au cours de ces 48 heures d'échange de trouver des solutions idoines pour une meilleure prise en charge des cas de cancer en général et du cancer du sein en particulier. Pendant ces 2 jours, nous aurons une table ronde sur le registre du cancer et à cette table ronde, on aura plusieurs intervenants de tous les acteurs de la prise en charge du cancer, à savoir bien sûr les médecins cliniciens, précisément les oncologues médicaux, les chirurgiens également, les anatomopathologistes qui posent le diagnostic, les radiologistes également qui interviennent dans la prise en charge du cancer du sein et bien sûr notre ministère de tutelle, le ministère de la Santé
sera avec nous également. On prit part à ces journées de la Société burkinabé de pathologie, des médecins burkinabés et des praticiens venus de la Côte d'Ivoire et du Niger. À cette cérémonie d'ouverture du congrès scientifique, 4 nouveaux pathologistes burkinabés ont été officiellement à leur pair. Et c'est parti depuis ce jeudi 6 décembre 2018 pour la première édition du Salon international de la coopération pour le développement CICODE, une initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement qui vise à promouvoir les actions des ONG et des institutions au service du développement du Burkina Faso. Une première édition qui refermera ses portes le 10 décembre 2018. Compte rendu, Yumandia Bachir Doussa. Le Salon international de la coopération pour le développement ouvre ses portes sous le signe de la visibilité des actions entreprises par les acteurs au développement. Partant du postulat que certaines initiatives des organisations non gouvernementales ou même celles de l'État sont souvent moins connues par le grand public, des journalistes réunis en association veulent promouvoir les actions phares issues des coopérations bilatérales et multilatérales. Situation sécuritaire oblige, le CICODE veut servir aussi de tremplin à l'éducation aux médias pour un Burkina en marche vers des objectifs de développement. Vous savez que le pays traverse des moments difficiles, mais c'est la communication entretenue derrière ces attaques souvent qui nous font peur. Parce qu'à travers certaines publications sur les réseaux sociaux, nous détruisons souvent notre pays sans se rendre compte. Et j'ai toujours dit qu'il faut travailler à rayonner sa commune à travers les réseaux sociaux, à faire donner une vitrine à sa province, à sa région, que de dire oui, une telle localité, c'est Benghazi. Il s'agit au cours de ce salon de présenter les actions des ONG et d'institutions qui contribuent au rayonnement du Burkina. Les meilleurs partenaires au développement seront également récompensés. Je le dis en tant qu'Africaine, je le dis aussi en tant que responsable. Nous savons qu'on peut stigmatiser nos pays et c'est très important dans ce cadre que nous donnons des informations qui montrent qu'il y a le développement qui est en marche, qu'il y a des efforts qui sont déployés, qu'il y a certes des difficultés, mais ce n'est pas une situation exceptionnelle. C'est une situation qui nous a tous interpellés à faire davantage parce que nous nous sommes engagés à accompagner le Burkina Faso à mener son développement de la manière la plus inclusive et la plus durable possible. Le CICODE est un rendez-vous d'échange et de partage d'expériences sur les actions de coopération pour le développement. Et pour cette première édition, l'initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement entend promouvoir surtout les bonnes pratiques de communication dans un contexte de menace sécuritaire. Actualité hors de nos frontières, Rwanda, Diane Rwigara a été acquittée. L'opposante critique du président Paul Kagame est une femme libre depuis ce jeudi. Son acquittement a été prononcé par un tribunal de Kigali. Elle était accusée d'incitation à l'insurrection et falsification de documents, des charges qui lui ont valu d'être emprisonnée pendant plus d'1 an. Rwigara, critique du président Paul Kagame, a été acquitté par un tribunal de Kigali d'incitation à l'insurrection et falsification de documents. Des charges qui lui ont valu d'être emprisonné pendant plus d'1 an et dénoncé comme politique par l'intéressé. Selon le jugement rendu par un panel de 3 juges, les charges retenues par l'accusation sont sans fondement. La salle d'audience, remplie dans laquelle avaient notamment pris place des membres de la famille Rwigara, a explosé de joie une fois la lecture de la décision achevée. Les 5 co-accusés de Rwigara dans cette affaire, dont sa mère Adeline, ont également été acquittés. Le tribunal a estimé que les critiques de Diane Rwigara contre le gouvernement, notamment lors des conférences de presse, ne constituent pas une incitation à l'insurrection, car elles s'inscrivent dans le cadre de son droit à la liberté d'expression, garanti par la Constitution rwandaise et les lois internationales. Les juges ont également estimé que l'accusation n'avait pas prouvé que Rwigara avait falsifié des signatures dans le dossier présenté à la commission électorale en vue de sa participation à l'élection présidentielle de 2017. Le rejet de cette candidature avait été critiqué par des gouvernements occidentaux et des groupes de défense des droits de l'homme. Le 7 novembre, l'accusation avait requis 22 ans de prison contre Diane Rwigara et sa mère Adeline. Adeline Rwigara était-elle accusée d'incitation à l'insurrection et promotion du sectarisme dans un pays encore hanté par le génocide de 1994 qui fit plus de 800 000 morts essentiellement parmi la minorité Tutsi.
Diane Rwigara, sa mère et sa sœur Anne avaient été arrêtées et emprisonnées en septembre 2017. Diane et sa mère ont été remises en liberté sous caution début octobre. La sœur avait recouvré la liberté 1 an auparavant, les charges pesant contre elle ayant été abandonnées. Depuis son arrestation, Diane Rwigara dénonce des poursuites montées selon elle de toutes pièces par le régime pour la réduire au silence. Et pendant ce temps, c'est à une reprise au procès qu'a droit la vice-présidente de la Cour suprême du Kenya, Philomena Mwilu, est accusée d'enrichissement personnel. Un procès qui se tient à Nairobi et l'accusation a nommé le conseiller de la reine Kawar Kureshi pour diriger son équipe. Et donc, poursuivons ce journal. La campagne présidentielle en RDC, Martin Fayulu est arrivé à Beni. Le candidat d'opposition Martin Fayulu lance sa campagne hors de Kinshasa, à Beni, dans l'une des zones les plus dangereuses de la République démocratique du Congo. Le candidat d'opposition Martin Fayulu a lancé mercredi sa campagne hors Kinshasa dans l'une des zones les plus dangereuses de la République démocratique du Congo, la ville de Beni, prise entre une épidémie d'Ebola et des tueries de civils attribuées à un mystérieux groupe armé. Des milliers de personnes se sont rassemblées autour du petit aéroport de Mavivi à l'arrivée de l'avion de Fayulu en provenance de Kinshasa et Goma en fin d'après-midi. Plusieurs centaines de personnes ont envahi le tarmac et encerclé le petit avion, privé d'une dizaine de places à son arrivée sur la piste de l'aéroport tracée au milieu de la brousse. Le candidat à la résidence de la République a ensuite parcouru une dizaine de kilomètres sur la route qui mène vers le centre-ville de Beni, que les civils évitent de fréquenter à la nuit tombée par peur des attaques armées. Une affiche du candidat de la majorité, l'ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari, a été déchiré par la foule venue accueillir Fayulu. Originaire de l'ouest de la RDC, Fayulu a tenu une réunion publique à la nuit tombée dans le centre de Beni. Vendredi à Kinshasa, il avait promis en cas d'élection de déménager un grand camp militaire de Kinshasa à Beni pour renforcer la sécurité dans la région. Des centaines de civils ont été victimes depuis octobre 2014 de tueries attribuées aux rebelles des forces démocratiques alliées ADF dans la région de Beni. Des quartiers de Beni ont aussi été touchés par des attaques meurtrières ces derniers mois. L'autre candidat d'opposition, Félix Tshisekedi, et son ticket Vital Kamerhe ont annulé mercredi un déplacement dans un autre territoire du Nord Kivu, le Walikale, pour des raisons de sécurité, a-t-on appris de l'entourage de Tshisekedi. De son côté, Emmanuel Ramazani Shadari est en campagne depuis mardi dans la province de l'Équateur, dans le nord-ouest, où il a visité les villes de Guadolit, Gemena, Bumba et Lissala. L'élection présidentielle du 23 décembre doit désigner le successeur du président Kabila au pouvoir depuis janvier 2001. Au total, 21 candidats sont inscrits. Les élections législatives et provinciales sont prévues le même jour. Santé, Ebola en RDC, l'Ouganda s'inquiète et se met en alerte face à l'épidémie d'Ebola qui frappe son voisin, la République démocratique du Congo, en pleine campagne électorale. Les ministres de la Santé des deux pays se sont retrouvés à Goma pour faire un point sur l'épidémie. L'Ouganda, inquiet, a pris une série de mesures préventives face à l'épidémie d'Ebola qui frappe son grand voisin, la République démocratique du Congo, où la vaccination a évité de milliers de morts, ont indiqué mercredi les ministres de la Santé des deux pays. On a vacciné 38 000 personnes. S'il n'y avait pas les vaccins, si la riposte n'était pas efficace, on serait aujourd'hui à certainement la moitié de ceux-là auraient développé la maladie. On serait à des dizaines de milliers de victimes et de morts. L'épidémie dans la région de Beni, à l'est de la RDC, à une cinquantaine de kilomètres de l'Ouganda, a tué 268 personnes pour 453 cas selon le dernier pointage du ministère congolais de la Santé en date du mardi 4 décembre. Je pense que les risques, les peurs ne sont pas fondées parce que durant toute l'épidémie, nous n'avons pas mis fin aux activités, à la vie sociale. Un nouveau foyer d'Ebola a été signalé dans un village de la zone de santé de Komanda, à environ 100 km au nord de Beni, d'après le ministère congolais de la Santé.
Le musée des civilisations noires est désormais ouvert. Il a été inauguré ce jeudi à Dakar par le président sénégalais Macky Sall. C'est un projet vieux d'une cinquantaine d'années destiné à célébrer les réalisations de l'homme noir des débuts de l'humanité à l'époque contemporaine qui vient ainsi de se concrétiser. Le chef de l'État a coupé un ruban symbolique et dévoilé une plaque devant l'entrée de ce bâtiment monumental à l'architecture inspirée notamment de la case ronde de Casamance, 7 ans après le début des travaux sous son prédécesseur Abdoulaye Wade. Macky Sall, qui briguera un second mandat lors de la présidentielle prévue en février prochain, a effectué une courte visite du musée en compagnie du président comorien Azali Assoumani, seul chef d'État étranger ayant fait le déplacement à Dakar, et du ministre chinois de la Culture, dont le pays a financé la construction et l'aménagement à hauteur de 30 millions d'euros. Plusieurs centaines d'invités ont ensuite assisté dans l'enceinte du Grand Théâtre National voisin à un spectacle de chant, de danse, de rap et de slam, mêlant tradition et modernité, hommage aux ancêtres, aux grandes figures des civilisations noires, de Martin Luther King à Thomas Sankara, ou encore aux tirailleurs sénégalais. À l'image du MCN, la réhabilitation ou la construction de musées modernes à travers l'Afrique bat en brèche l'argument du manque d'infrastructures adaptées, souvent opposées aux demandes de restitution que des pays comme la France affirment vouloir faciliter. Une surface de 14 000 m², le nouveau musée peut accueillir 18 000 pièces, allant de vestiges des premiers hominidés apparus en Afrique il y a plusieurs millions d'années, au créateur artistique actuel selon son directeur Amadi Bokoum. Le nouvel établissement situé dans le centre de la capitale revendique le statut de musée moderne où l'on peut maîtriser la température et l'humidité dans chacune des salles. L'idée d'un musée des civilisations noires avait été lancée par le poète Senghor, premier président sénégalais, entre 1960 et 1980, lors du premier festival mondial des arts nègres en 1966 à Dakar. Cette inauguration intervient alors qu'un rapport remis le 23 novembre dernier au président français Emmanuel Macron préconise de faciliter les restitutions d'œuvres aux anciennes colonies. En Angola, Rafael Marques, le journaliste largement considéré comme la bête noire du régime de Luanda au palais présidentiel sous invitation. Marques a été reçu pour la première fois au palais présidentiel par le chef de l'État João Lourenço pour une conversation sur la corruption. Poursuivi et condamné à plusieurs reprises pour avoir dénoncé les turpitudes des dirigeants du pays, Marques devait faire partie mardi d'une délégation de représentants de la société civile invitée encore une première par Lourenço. Mais au dernier moment, un raté, semble-t-il, protocolaire lui a interdit l'entrée du bureau présidentiel. Pour couper court aux critiques, João Lourenço a donc offert mardi au célèbre journaliste d'investigation un tête-à-tête de rattrapage. L'opposant en est sorti en saluant le noble geste de son interlocuteur et son ouverture. Lourenço a pris les rênes du pays il y a de cela 1 an, après le règne sans partage de 38 ans de José Eduardo dos Santos. Le nouveau président a rapidement pris ses distances vis-à-vis de son ancien mentor et promis de débarrasser le pays de la corruption généralisée reprochée à ses proches. L'un des fils de Dos Santos est ainsi aujourd'hui emprisonné dans une affaire retentissante de détournement de fonds publics. L'Angola traverse une grave crise économique et financière depuis la chute en 2014 des prix du baril, dont il est avec le Nigeria le principal producteur d'Afrique subsaharienne. Malgré cette manne, la population du pays est restée l'une des plus pauvres du continent. Et c'est la fin de ce journal, une édition qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur True TV.